Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la météorologie. Voilà, donc d'ailleurs, bonjour à tous. C'est un cours. Enfin, en ce moment, on va arrêter de faire des vidéos un peu sur Flight parce que c'est répétitif et puis voilà. Je vais plus partir vers des cours, enfin des trucs comme ça, des PDF, et ça, à vous montrer puis à vous apprendre les trucs en rapport avec Flight. Parce qu'après, Flight c'est trop monotone et puis voilà. Et puis donc, je préfère faire ça et en plus, c'est mieux, on apprend vraiment les trucs. Donc là, en fait, voir quelqu'un jouer alors qu'on sait, voir quelqu'un, oui, voir quelqu'un faire un truc alors qu'on n'en sait rien de ce qu'il fait. Voilà. Au moins, vous allez pouvoir connaître un peu de quand je prépare mes vols et puis voilà. Donc, c'est la météorologie. Donc, dans cette vidéo-là, il y aura 7 chapitres. Il y aura 7 chapitres. Donc, le premier chapitre, introduction, notion de base, introduction et notion de base. Donc, introduction, je vais vous apprendre les compétences que vous allez acquérir durant la fin de cette vidéo, durant cette vidéo. Notion de base, donc notion de base, définition, notion de base en fait, il n'y a pas de notion de base, c'est juste définition. Voilà. Deuxième chapitre, pression atmosphérique. Troisième, la densité, système de pression. On va étudier dans le système de pression, on va étudier comment se forme une dépression, un anticyclone, les isobars, plein de trucs. Turbulence, comment se forme une turbulence, comment se forme une turbulence, les jet stream, plein de trucs, encore une fois. Type et forme de vent, type et forme de nuage, voilà. On va pas perdre de temps, on va directement commencer. Donc, introduction et leçon de base. Introduction, ce que je veux dire dans ce petit texte que je vous ai mis, vous pouvez mettre sur pause pour lire, hein, mais voilà. Globalement, ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, ce que je vais vous apprendre durant cette vidéo-là, ça reste un peu des notions de base en fait. C'est pas non plus un truc hyper complexe comme si c'était de l'aérodynamisme. Enfin, là, il y aura des autres vidéos sur l'aérodynamique. Et bien là, ce sera beaucoup plus compliqué. Puis là, il faudra réellement avoir beaucoup de connaissances voilà, pour comprendre la vidéo en aérodynamisme. Mais là, c'est rien de compliqué, tout le monde, même un CM2, peut comprendre la vidéo. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était que à la fin de cette vidéo-là, si vous avez bien compris, vous, vous serez, vous aurez quand même une grosse connaissance euh, dans l'aéronautique. Euh, euh, vous aurez une grosse connaissance quand même dans l'aéronautique et vous pourrez donc ajouter un dossier de vol à votre préparation de vol, euh, optimiser votre consommation de carburant, c'est-à-dire en fonction de la météo, en fonction de la météo, de la température et tout ça, on réduit ou on augmente la consommation de carburant, ça dépend. Savoir quand se dérouter d'un aéroport à l'autre, et puis voilà, et puis savoir aussi manier son appareil, parce que ça aussi, ça a un impact sur l'appareil. Voilà. Et donc, ce que j'ai dit aussi au début, c'est que tout pilote, quelle que soit sa qualification, a une formation en météorologie obligatoire. Que ce soit un pilote professionnel, un pilote de chasse, un pilote commercial, un pilote privé, a une qualification en météorologie. Donc voilà, comme j'ai dit, de nombreux pilotes virtuels souhaitent acquérir quelques connaissances de base. En réalité, ce qu'on va voir, c'est des connaissances de base, c'est rien de complexe. Mais ça va pas au-delà de ça. Après, voilà, c'est la même chose. C'est juste un peu plus approfondi. Moi, j'ai fait vraiment vaste. Hein, j'essaie vraiment que ce soit le moins théorique possible. Et puis voilà. Donc voilà. Voilà. Donc vous serez prêt à affronter tout ça et puis ne pas avoir peur dès que vous, puisqu'en fait on est dans de la simulation. On est dans un simulateur de vol où c'est vraiment très réaliste. Et donc voilà, vous n'aurez pas peur quand voilà, vous serez vraiment préparé votre vol et puis il ne faut jamais être surpris en fait. Parce que c'est toujours dans l'anticipation. Voilà. Définition atmosphère. Je vais pas le lire parce que c'est une perte de temps. Je l'ai mis juste parce qu'il fallait le mettre quoi. C'était quand même le truc à mettre. Donc on sait depuis la 6ème CM2 voir. La définition des composants de l'atmosphère et tout ça. Météorologie, bon, c'est juste branche étudiant les atmosphères, l'atmosphère terrestre, c'est tout. Principale caractéristique de l'atmosphère utile au pilote. Donc pression, température, densité, humidité. Oui, voilà, ouais, voilà, c'est vraiment ce qui va vraiment être utile réellement, qui à chaque fois que vous allez préparer un vol ou quoi que ce soit,
vous allez toujours parler de pression, de température, de densité, d'humidité. Voilà, c'est le seul truc. Voilà. Après, voilà, ce sera approfondi comme vous dis dans le truc. Là, on se complique un peu la troposphère. La troposphère, c'est, pour faire simple, c'est l'atmosphère dans laquelle on vit. Donc, c'est dans cette. C'est dans, putain, j'arrive pas à articuler. C'est dans cette atmosphère-là que se produisent la majorité en fait, il n'y a pas la majorité, tous les phénomènes météo. Euh, c'est dans cette atmosphère-là. Par exemple, la stratosphère, je pense que si vous avez aucune notion là-dedans, la seule, la seule, la seule atmosphère que vous connaissez, c'est la stratosphère. Ça, on l'entend partout. On l'entend partout. C'est peut-être que vous ne connaissez pas forcément, vous avez déjà entendu parler de ça, le mot la stratosphère. La stratosphère, c'est juste une atmosphère à laquelle l'altitude reste constante. C'est juste au-dessus de la troposphère. Voilà, la température reste constante. Vous savez que dans la troposphère, plus on monte, plus la température diminue. Je ne pourrais pas vous donner d'exactitude au niveau de la température en fonction de l'altitude en fonction de la température, mais je crois que j'ai oublié, il faut vraiment que je renseigne, j'ai oublié, je crois qu'on perd 5 degrés ou 2 degrés par tous les, je sais plus, je l'ai mais j'ai oublié. Et euh, donc là, on a beau monter, l'altitude, la température n'augmente pas. Donc dans la troposphère, l'altitude est proportionnelle à la température. Non, la température est proportionnelle la température est proportionnelle à l'altitude. Voilà. La tropopause, c'est simple. C'est une limite entre. Je sais pas pourquoi les scientifiques sont compliqués à tâche à faire ça, mais si c'est important. C'est une limite entre la stratosphère et la troposphère. Voilà, c'est juste une limite, c'est juste une ligne, et à laquelle là, réellement la température reste constante. C'est à partir de cette limite-là que la température reste constante. On va le voir plus tard, mais en fait, les- la- en moyenne, la hauteur de la tropopause, elle est de 11 000 km d'altitude. 11 000 ou 12 000 km d'altitude, ne pas confondre les kilomètres d'altitude et les pieds. 11 000 km d'altitude, ça correspond à environ à 39 000 pieds, 40 000 pieds. Non, 45 000 pieds, j'abuse un peu. 42, ouais, je ne pourrais pas vous donner une altitude précise. Mais en fonction de la pression atmosphérique, en fonction de plein de facteurs, eh bien, en fait, la tropopause ne sera pas forcément à la même, elle varie. On va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Au fur et à mesure du cours. Donc, introduction, notion de base. Ah non, je suis retourné en arrière. Ouais. Je suis retourné en arrière. Donc, chapitre 2, on avance assez vite hein, pour faire pause, pour lire et pour bien comprendre. Donc, propriété atmosphérique et définition. Et def. Propriété. Euh, pour faire simple, la pression atmosphérique, en fait, c'est la force exercée par unité de surface par l'atmosphère. Euh, en fait, après, il y a rien de compliqué dans ce mot-là. C'est la pression atmosphérique, c'est une force en fait. C'est une force. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez le lire pour avoir plus de précision. Euh, donc voilà. En réalité, c'est pas faux, hein, le deuxième point, comme quoi la variation de pression atmosphérique est associée à un changement de temps, c'est-à-dire que plus la pression atmosphérique est basse, plus on a de chances qu'il pleuve, et contrairement si la pression atmosphérique est haute et ben, on s'attend à du bon temps, à ce qu'il fasse chaud, voire sec et tout ça. Mais si la pression, renseignez-vous quand il pleut par exemple, tapez, allez sur les trucs, pression atmosphérique ou tapez Paris Métard ou je sais pas, bref, voilà. Vous allez voir la pression atmosphérique, vous allez voir qu'elle est basse. Elle est très très souvent basse. Après, ça ne veut pas dire forcément que à chaque fois qu'il pleut que la pression atmosphérique est basse. En été, la pression atmosphérique, elle est pas tout. C'est pas parce qu'il pleut que la pression atmosphérique est basse forcément. Voilà. Euh, les lignes isobars, on va le voir plus tard. Ouais, c'est les lignes imaginaires reliant les endroits de même pression. On va le voir plus tard, ce sera plus clair plus tard. Euh,
Donc là, on va avoir plusieurs types de pression utilisées en aéronautique. On a le QFE, le QFE, le QFE, le QFF, le QNH, et puis tout. On va juste remonter en arrière. Voilà. Le QFE, en fait, c'est la pression atmosphérique sur un aéroport. C'est réellement sur un aéroport. On peut relever la pression atmosphérique sur toute la France, même si c'est pas possible parce qu'elle varie. Hein, il n'y a pas la même température à Paris qu'à Marseille. Donc, en réalité, on peut relever la pression atmosphérique moyenne sur toute la France. Voilà. Le QFF, ou on peut aussi appeler QFE. Non, le QF, ça c'est par rapport au niveau de la mer. On étudie, en moyenne, au niveau de la mer, on dit que la température est de 12 degrés. Euh, donc là, c'est toujours la température aussi observée à un aérodrome. Un aérodrome. Ne pas confondre l'aérodrome et l'aéroport. Donc QFE aéroport et QFF aérodrome. Ça, c'est vraiment important de le retenir. C'est vraiment très important de le retenir, de ne pas négliger tout ce que j'ai mis en fait là-dedans. Le QNH ramène, voilà, ça c'est c'est ce que je vous dis, ramène au niveau moyen de la mer en utilisant la température ISA de l'aérodrome. Voilà. Après QNE ou STS ou standard, bref, l'altitude standard, voilà. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. L'altitude standard au niveau de la mer, elle est de 1013 hectopascales. On considère. C'est-à-dire de base, elle est de 2013 hectopascales. Après, elle varie. Voilà. En France, ce sera à 1013 hectopascales. Et plutôt dans les pays américains, puis après ça dépend en fait. Hein. Enfin, aux États-Unis, ça, on va plus dire 2992. Enfin, on dit 29.92. Fly level. Ah oui, voilà. Je vais vous dire, voilà. En fait, souvent vous voyez dans ma vidéo que je dis oui, notre altitude de croisière pour ce vol-là, ce sera le niveau 380. Là, ce que vous voyez ici, par exemple, le niveau, on dit FL Flight Level. À partir de l'altitude standard, donc ça dépend de l'altitude de transition. C'est-à-dire, on va plus parler de pieds, on va plus dire je vole à 3000 pieds, je vole à 2000 pieds, je vole à 2500 pieds, à 1500 pieds. On va dire, par exemple, je vole au niveau, par les niveaux, on va dire je vole au niveau 230, c'est-à-dire 23 000 pieds. Je vole au niveau 340, 34 000 pieds. Voilà, j'espère que vous avez compris. La densité, propriété. La densité d'un corps et sa masse par unité de volume pour l'atmosphère est exprimée en grammes par mètre cube, en pourcentage de la densité à la surface, l'altitude en atmosphère standard à laquelle est mesurée la densité, l'altitude de densité. Là, je vous avoue que j'ai un peu compliqué le truc pour rien en fait. Parce qu'en fait, la densité, c'est juste l'altitude standard. Voilà, on va avoir plusieurs facteurs du changement de pression sur la densité. Euh, donc, voilà. Donc en fait, quand on va prendre l'exemple d'un bocal. Quand la pression dans un bocal, elle augmente, ou, euh, la- quand la pression dans un bocal, imaginons qu'on prend l'exemple d'un bocal qui est rempli d'air puisqu'on est sur Terre et qu'on est sur Terre, il y a de l'air. Elle est remplie d'air. La pression, plus la pression si la pression elle augmente, forcément la densité va augmenter aussi. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Euh, donc, contrairement, et pareil que si la pression descend dans le bocal, et ben la densité descend aussi. Euh, donc voilà, on peut dire que la densité est proportionnelle à la pression. Voilà, c'est la densité proportionnelle à la pression. Alors pour vous faire une image, quand on parle de proportionnalité, imaginez-vous un repère avec une courbe non, c'est une droite passant par l'origine du repère en fait.
Voilà, c'est juste pour faire un repère. Parce que des fois, quand on parle de proportionnalité, voilà, ça se complique un peu. Enfin, c'est pas de trop de comment se faire une image de la proportionnalité dans la tête. Mais après, moi, je vais aussi moyen mes mots techniques de me dire que ça est proportionnel. Voilà. Euh, Là, on a vu l'effet de changement de la pression sur la densité. Maintenant, on va voir l'effet du changement de la température sur la densité. Donc, là, on va lire lorsqu'un volume d'air est chauffé, il se dilate et la masse contenue dans le volume diminue. Donc, je le répète avec mes propres mots. Euh, on va prendre encore l'exemple du bocal. Hein. Lorsque, en fait, quand le volume d'air dans le bocal, imaginons qu'il y a de l'air, voilà, il y a de l'air, je la chauffe, donc la densité va diminuer. Elle se dilate, donc elle diminue. Quand on parle de dilatation, c'est quand elle grossit, donc elle diminue. C'est bizarre de. Voilà, c'est un peu plus compliqué à comprendre parce que. Voilà, Voilà. Et contrairement encore, si elle est refroidie, donc la densité va augmenter justement. Voilà, c'est le principe c'est comme quand un, un ballon. Quand vous lancez un ballon dans l'air, votre ballon est rempli d'air, et donc plus il monte, plus il prend de l'altitude, ben, il gonfle. Puisque la température diminue, donc la densité augmente. Et donc, au bout d'un moment, si vous avez observé, le ballon devient tellement gros qu'il éclate. Et en fait, on a utilisé ça dans les montgolfières. On utilise ces mêmes principes dans les montgolfières. Voilà. Tout simplement parce que voilà, c'est pour ça qu'il y a un feu dans les montgolfières, il y a un truc, il y a du feu, puisque plus ce qu'il y a dans la boule, la- le volume d'air augmente et chauffé, plus la densité diminue. Voilà. Voilà, et aussi l'humidité. Voilà. Donc là, on a vu le changement. Donc là, on a vu le changement de pression sur la densité, qui impact on a vu l'impact qu'a, on a vu aussi l'impact qu'a la température sur la densité. Maintenant, on va voir l'impact qu'a l'altitude sur la densité. Là, en fait, c'est exactement ce que je vous expliquais par rapport au ballon. Euh, plus Donc là, on va pas parler de température, mais on va parler de volume. Donc imaginons que je prends toujours l'exemple d'un ballon, plus il prend de l'altitude, plus le volume, euh, le volume, la densité diminue. Ouais, c'est ce que je vous ai dit en fait. Il n'y a pas grand chose à expliquer. C'est ce que je vous ai dit. Donc en réalité, la densité diminue avec l'augmentation de l'altitude. Pour faire une conclusion de tout ce qu'on a vu en fait, parce que c'est un point commun. Il y a un point commun dans les trois petits points qu'on a vus. Donc la densité, grosso modo, on peut dire que la densité diminue avec l'augmentation de l'altitude. Donc comme je vous ai dit, donc là, au niveau de la mer, la densité est de 100%. À 20 000 pieds, à 20 000 feet, enfin pieds, euh, de 50%. À 40, 25%. Et à 60, à 10%. Je me suis totalement. Ouais. Donc, plus on se rapproche de la stratosphère, donc 60 pieds par exemple, on voit que, que la densité est à 10%. La densité est à 10%. Et plus on est proche de la mer, la densité. Voilà. Après, c'est un peu dur à comprendre. Après, forcément, vous n'allez pas tout comprendre. Partez du principe que vous n'allez pas forcément tout comprendre dans une seule vidéo. Genre que moi, voilà, j'explique pas non plus hyper bien, il faut le dire. Voilà, donc faites répéter la vidéo. Aussi, lisez bien les documents. Ça sera peut-être mieux expliqué dans les documents que je vous écris parce que moi je dis pas les documents en fait. Je lis globalement et puis j'en fais un résumé. Et puis voilà. Donc, ah oui, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc la densité, quand je vous ai dit que en fonction de l'altitude, la température diminue. C'est le même principe pour la densité. La densité change de 1% pour 3 degrés. Euh,
Voilà, c'est tout en fait. C'est rien de se compliquer la tâche, il faut juste retenir et puis voilà. Il faut aussi comprendre. Il y a un dernier point, j'avais oublié. Et donc, effet de l'altitude sur la densité. L'effet de l'altitude sur la densité. Donc, à la surface, la densité augmente avec l'augmentation de l'altitude, c'est ce qu'on vient de voir en fait. À environ 26 000 pieds, la densité reste constante avec l'augmentation de l'altitude, donc au niveau de la tropopause. Au-dessus de 26 000 pieds, la densité diminue avec l'augmentation de l'altitude. Donc, arrivé voilà, au-dessus de 26 000 pieds. Et puis voilà, c'est globalement ce qu'il faut retenir en fait. Ce que je vous ai dit au tout début, que je vais dire qu'on allait voir au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'au tout début, je vous ai dit que quand on revient au début, je vous ai dit que dont on parle beaucoup, c'est vraiment la pression, la température, la densité et l'humidité. C'est pour ça que je vous ai dit ça en fait. Donc quatrième chapitre, système de pression. Donc là, on va vraiment voir ce que je vous ai dit, les types de pression et tout ça, et puis voilà. On rejoint ce que je vous ai dit, comme quoi la pression, la tropopause n'est pas forcément tout le temps à la même altitude. Ça dépend de, de, de- ça dépend de plein de choses, de la météo, plein de choses, voilà. Donc voilà, donc petit résumé de 5e, de 6e, CM2 même. Donc comme je vous l'ai dit, notre atmosphère n'est pas homogène. Euh, c'est dû à plein de raisons. Par exemple, l'inclinaison de l'axe de. C'est mal expliqué dans la façon dont c'est rédigé. Je n'ai pas dû le faire comme ça. Donc l'inclinaison de l'axe de la rotation de notre planète par rapport à sa trajectoire. Donc euh, l'axe de la Terre par rapport à son inclinaison. C'est ce qui fait les saisons en fait. Voilà, si vous ne savez pas, c'est ce qui fait les saisons. Comme ça, au moins vous le savez. Donc il existe plusieurs types. Donc voilà. Donc retenez que les atmosphères l'atmosphère de la Terre n'est pas constante en fait. Enfin, pas constante. C'est pas toujours le même niveau à chaque fois que vous êtes en Australie. C'est pas forcément la tropopause ne sera pas à la même altitude que si vous êtes à Marrakech, voilà, par exemple. Donc, il existe plusieurs types de pression ou dépression, les dépressions ou cyclones, les hautes pressions ou anticyclones, les creux de pression, les crêtes de pression, les cols de pression. On va les voir un peu plus tard. Ce qu'on va réellement voir, c'est les dépressions ou cyclones. Voilà. Donc, juste parenthèse avant d'attaquer le truc, avant d'attaquer les pressions ou cyclones, les lignes isobars, c'est ça en fait, c'est ces lignes-là. Il faut savoir les lire, ça c'est vraiment important. Puis je ferai une vidéo aussi sur comment décrypter une carte météorologique. Parce que c'est vraiment important, ça c'est vraiment la base de chez base. Donc voilà. Imaginons qu'on étudie on va étudier ce rayon-là, tout ce rayon. Donc déjà on sait qu'il y a le signe A représenté par anticyclone. Donc en fait, partout dans le monde il y a des baromètres. Donc un baromètre, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui relève la pression atmosphérique. Il y en a un peu partout dans le monde. Et de haute précision, hein, c'est pas les petits baromètres qu'on a chez nous pour vite fait, bref. Donc les baromètres de haute précision donc qui mesurent la pression atmosphérique. Imaginons que là, par exemple ici, imaginons qu'on a un baromètre ici, un autre 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 ici. Voilà. Ils vont enlever une pression atmosphérique. Voilà, ça va dans un centre. Puis les cartes isobars, ça se renouvelle toutes les 4 heures, tous les trucs comme ça. Voilà. Et puis on va se rendre compte que dans toute cette zone-là, on a la même pression atmosphérique. Bizarre. Ça. Donc on va créer une ligne, ce qu'on appelle une ligne isobar, un rayon. Donc là, on sait que dans toute cette zone-là, la pression atmosphérique est de 1030 hectopascales. Voilà, on sait pareil, si je prends notre exemple, là on sait qu'ici, dans cette zone-là, là c'est coupé un peu, on sait que la pression atmosphérique est de 1025 hectopascales. Et c'est grâce à ça qu'un peu on peut savoir, imaginons que je fais un pari Los Angeles, bien je sais que par exemple, j'ai regardé ma météo, je suis un bon pilote, j'ai bien préparé mon vol, je sais que je vais faire tac, 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 tac. La pression atmosphérique ici est particulièrement basse, donc je m'attends à des dépressions, mais comme on est en haute altitude,
Et on va pas voir de la pluie, on va peut-être avoir des turbulences parce que les turbulences, c'est pas que dans les nuages, c'est aussi en dehors des nuages. On s'attend à avoir des turbulences ici. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Voilà. Donc, propriété. La dépression cyclone est une région de faible pression, c'est ce que je vous ai expliqué au tout début. C'est la pression atmosphérique qui est basse, plus on a de chances qu'il pleuve, et, et contrairement à la pression atmosphérique qui est haute, plus on s'attend à du beau temps, etc. Par exemple, j'ai oublié de la transférer, mais ce matin j'ai pris, j'ai pris une photo du lever de soleil pour vous montrer justement, mais parce qu'en fait, je voulais, dans un des chapitres de cette vidéo, on va voir aussi comment reconnaître les dépressions. On sait comment les reconnaître. Je sais pas si j'ai mis dans ce cours-là. Voilà, on va le voir. Mais si ce n'est pas, je vous explique juste en 2 secondes comment on reconnaît une dépression, la venue d'une dépression. Voilà. Donc, voilà. Donc la dépression ou cyclone est une région de faible pression. Euh, Elle forme sur les cartes météorologiques une figure plus ou moins circulaire des isobars, qu'on appelle, ouais, ce que je vous ai dit, des lignes isobars, autour d'un point où la pression est minimum. Formation de dépression. Globalement, on ne va pas se compliquer la tête à, à lire tous les textes. Lisez les textes si ça vous intéresse. Ben, lisez les textes tout court en fait, parce que c'est important. C'est un complément. La pression, la formation d'une dépression, c'est juste la confrontation entre une masse d'air chaude et une masse d'air froide. Retenez juste ça. Et puis, c'est important de retenir aussi ce schéma-là. C'est vraiment important de retenir ce schéma-là, de l'avoir bien dans sa tête. Et puis voilà. Donc, retenez que c'est la confrontation entre masse d'air chaude et masse d'air froide. Voilà. On va pas tarder dessus. Turbulence et définition. J'ai fait ce chapitre-là non pas parce que c'est. Oh, je crois que depuis tout à l'heure on m'attendait pas. J'ai fait ce chapitre-là non pas parce que c'est important de savoir aussi. C'est important de savoir comment est turbulence, comment ça se forme, ça. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup entre guillemets de fake news, de mauvaises informations comme comment se forment les turbulences. Oui, bon, voilà. Et après, voilà. Souvent on ne sait pas ce que réellement c'est une turbulence. Donc là, je vais vraiment vous expliquer ce que c'est. Comme ça, voilà, il n'y a plus de, de, bref, voilà. On va faire court. Propriété d'un point de vue aéronautique. Une turbulence, d'un point de vue aéronautique, c'est une perturbation de l'air est agité, voilà, c'est ce qu'on dit. Voilà. On va avoir plusieurs types causes de turbulence. On va voir ça dans les vols long courriers aussi. On va étudier ça, ouais. Les rafales, franchement, tout ce que je vous ai mis comme définition, c'est important de le savoir. En fait. J'essaie de vraiment essayer de minimiser le cours au maximum, que ce soit moins théorique, mais vraiment tout est important. Donc, une rafale, augmentation fortement de l'air pendant environ moins d'une minute. Bourrasquement, c'est une soudaine, oh, j'arrive à parler. C'est une grosse augmentation de l'air entre 16 et 22 nœuds. Ne pas confondre les nœuds et les kilomètres/heure. Quand on parle vraiment d'une unité, ne pas la confondre avec ne pas dire ah bah c'est la même chose que ça. Parce que sinon on fait vraiment des fautes partout et puis voilà, c'est pas du tout la même chose des nœuds des kilomètres/heure. Et voilà. Et couche des frictions, la couche de friction et l'épaisseur d'air au contact avec la Terre d'une épaisseur de 2000 à 3000 pieds. Turbulence thermique. Elles sont causées par la convection de. Là, je vais lire un peu parce que je ne saurais pas trop bien expliquer. Je sais ce que ça veut dire, mais avec mes propres mots, déjà, je n'explique pas trop bien déjà les bases. Avec mes propres mots, je ne saurais pas trop bien expliquer. Donc, elles sont causées par les courants de convection résultant de l'insolation du sol. Retenez juste, réellement toujours les premières phrases des, des définitions. Après, le reste, c'est des détails pour mieux comprendre la définition. Turbulences mécaniques, elles sont provoquées par des obstructions j'arrive pas à parler. Obstructions physiques au flux normal de l'air. Montagne, collines, côtes, arbres de construction. Voilà.
Les constructions, on va voir ça plus tard. On va voir les jet streams. Les jet streams, c'est important si vous faites des vols long courrier, pas que, pas forcément. Si vous faites des vols long courrier, on a sûrement rencontré. Donc, un jet stream, c'est un vent, globalement, en fait, c'est un vent entre, déjà, pour vous mettre dans le bain, déjà, c'est un vent entre 200, des rafales, non, c'est juste un gros courant, entre 200 et 300, voire 400 km/h. Là, on parle km/h et pas de nœuds. Euh, donc, c'est des vents qui parcourent tout au long de la Terre. Ils se situent souvent à l'équateur, au niveau de l'équateur. C'est pour ça, au niveau de l'équateur, à très haute altitude, bien sûr, on ne va pas le croiser à 10 000 pieds. Ou si vous faites par exemple un Paris-Rio, bah, il y a des fortes chances qu'il y ait des turbulences. Enfin, pas forcément des turbulences, mais qu'il croise un jet stream, et de toute façon, ils anticipent, il y a des nouveaux systèmes qui font que. Voilà, après, je vais faire les autres vidéos aussi sur la consommation de carburant et le big data, pas que le big data, mais aussi euh, le- l'écologie dans l'aéronautique, c'est important aussi. Parce que ça concerne aussi, là, je vais pas trop rentrer dans le sujet, mais il y a un petit sujet qui concerne un peu ça, c'est-à-dire que quand. Non, je vais pas expliquer là tout de suite en fait. Donc voilà, donc retenez aussi, mettez-vous un peu dans la tête ce schéma-là. Oh merde. Ce petit schéma-là, donc on a l'air froid, l'air chaud, donc confrontation. Donc déjà là on sait qu'on a une dépression. Là on a le jet score, là on a la tropopause, la tropopause. Là on a tout la tropopause. Toute la tropopause. 48 pieds. Donc voilà. Ça je vais pas le faire. Vent et cisaillement, ça c'est important de le savoir. Ouais, ça c'est important, vent et cisaillement. Donc les vents de cisaillement sont c'est des changements de direction du vent dans, dans certaines circonstances. Le, les plus connus, c'est les gros nuages comme les cumulonimbus. Les cumulonimbus, dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a de l'orage, c'est forcément un cumulonimbus. Mais c'est pas forcément. Et ne partez pas du principe que souvent, la plupart des gens ont tendance à retenir que c'est parce qu'il pleut, c'est forcément causé par un cumulonimbus. Euh, Ça peut être causé par plein d'autres trucs. On va le voir à la fin de la vidéo, les types de nuages. Voilà. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a de l'orage, c'est les cumulonimbus. Et puis, je vous souhaite jamais en vol ou même dans la vraie vie, quand vous prenez l'avion, de rentrer dans un cumulonimbus. Voilà, ça fait quand même. Ça effraie quand même un peu. De toute façon, voilà, si vous êtes en vol, vous rentrez jamais dans un cumulonimbus. À moins que de toute façon, on prévoit, il y a des radars dans l'avion. Hein, c'est pas juste devant qu'on trouve une solution. C'est bien avant. Type et donc sixième type et forme de nuage, de type et forme de vent. Donc propriété, le vent, ça peut vous paraître bête que je vous donne la définition de ce que c'est un vent, mais c'est pour vraiment vous donner la définition scientifique réellement, avec les bons mots de ce qu'est un vent. Donc le vent, c'est un déplacement horizontal de l'air, tout simplement. Ça. C'est un déplacement horizontal de l'air. Euh, voilà, c'est tout. Hein. Combler une zone de basse pression. Ouais, ça vient combler une zone de basse pression. Voilà. Après, je vais pas m'attarder sur les autres points, les trois autres points. Lisez calmement parce que je vais pas m'attarder sur chacun des points parce que des fois c'est un peu logique et puis voilà, vous pouvez lire vous-même et comprendre vous-même. Voilà. Effet de vent de Foehn. Excusez-moi pour les Allemands si je le prononce très mal. Alors, donc, en fait, c'est un courant d'air sec et chaud sou- euh, et soufflant en descendant des flancs de chaînes de montagne. Ça se met souvent, en fait, grosso modo, retenez qu'en fait, c'est juste un vent qui fait tac, tac, tac. Donc, en montant, il perd de la vitesse, en descendant, il prend beaucoup plus de vitesse. Et dites-vous que déjà là,
il est déjà très fort. Il va déjà à une vitesse assez énorme. Donc dites-vous quand il redescend. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le mur de Faune. C'est ce qu'on a pour les Allemands. Voilà, c'est vrai que les nuages, c'est vrai que c'est quand même un très bon indicateur. En plus avec tout ce que vous venez d'apprendre là maintenant, vous savez que on va voir à la fin de la vidéo des types de nuages. Bah d'ailleurs voilà. Voilà. La classification. Il existe plusieurs types de nuages, hein. Les cumulonimbus, c'est ça. Ce que je vous dis, je vous souhaite pas de rencontrer. Les nuages les plus courants que vous voyez réellement dans la vie de tous les jours, c'est les cumulonimbus, les cumulus, les stratus, les stratocumulus, les astrostratus, les altostratus, les nimbostratus, les cirrostratus. Les altocumulus et les cirrocumulus, vous allez, c'est rare. Enfin, on les voit pas trop bien, voire on ne sait pas les distinguer, et puis au pire des cas, on s'en fout de ces nuages-là, je vous le dis honnêtement. Enfin, voilà, voilà. Les nuages qu'on voit souvent. Dites-vous que quand les nuages sont très bas, c'est signe de mauvais temps. Quand vous avez des cirrus assez bas, c'est signe de mauvais temps. Ou des stratus aussi, c'est pas. Ouais, donc comme je vous le dis, c'est pas que les. La plupart du temps, quand il pleut, c'est des nimbostratus. C'est pas forcément les cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est vraiment que quand il. Pas que, hein, il peut très bien pleuvoir et que ce soit des cumulonimbus, mais les cumulonimbus, c'est vraiment orage et pluie. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin. C'était une assez bonne vidéo. Euh, donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire que voilà, le lever de soleil que j'ai pris, en fait, il y avait. Je savais qu'il allait faire très mauvais, puisque, comme maintenant vous savez très bien quand vous voyez un lever de soleil, et puis voilà, pour vous attendre à quel temps il fera. Quand les nuages sont très bas, vous pouvez vous dire, ah bah aujourd'hui on sait qu'il fera pas très beau. Quand il y a du brouillard aussi, on peut se dire, ah bah aujourd'hui il va pas faire trop beau. Voilà, après, ça c'est logique, ça c'est des trucs qu'on sait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner, et puis